Le juge Arin Subramanian a déclaré à Marc Agnolo, l'un des avocats de la défense de Shannon. J'ai été forcé à boire, déshabillé, jeté dans des fêtes remplies de drogue et de sexe alors que j'étais mineur. Il filmait tout. Chaque nuit où j'étais malade, je n'étais pas seulement maltraité. J'étais stocké sur son disque dur comme un trophée. Pas de réduction de peine, pas de caution, pas de protection de la réputation. Dans une salle d'audience à huis clos, au 6e étage du palais de justice fédéral de Manhattan, avec seulement 9 marshals américains et 3 avocats présents, la sentence la plus lourde a été prononcée directement au visage de la pop star la plus célèbre du monde exactement 12 minutes après la publication de documents provenant d'une source que personne n'avait anticipée. Le dernier témoignage de Didi, extrait de sa cellule d'isolement fédéral seulement 6 jours avant sa mort dans des circonstances suspectes. Dans l'enregistrement de 43 minutes, Didi a nommé explicitement Justin Bieber comme le maillon central de la chaîne de manipulation, de toilettage et de tournage secret de jeunes victimes, lors d'une série de fêtes sur liste noire, dissimulée derrière l'industrie du divertissement. Et lorsque le fichier vidéo crypté a été déverrouillé et restauré par le FBI alors que le procès était en cours, tout est devenu inaccessible pour la défense. Justin Bieber a baissé la tête, sans un mot d'objection. Le tribunal a rendu sa sentence immédiatement. La légende de la pop venait de devenir un criminel fédéral. Et ce matin-là, toute l'Amérique ne parlait plus de musique. À 20h17, le soir du 12 juin 2025, Sean Diddy Combs a été retiré de l'unité d'isolement C2 du Metropolitan Correctional Center de Manhattan. On ne lui a pas dit pourquoi il était déplacé, ni qu'il attendait de l'autre côté. La seule chose que Diddy savait, c'est qu'il venait d'écrire une dernière ligne sur une feuille de papier, avec un crayon si faible qu'il fallait une lumière UV pour la lire. Si je meurs, trouve celui qui détient la deuxième clé. Cette phrase, à elle seule, a déclenché une alerte rouge émise par l'un des 3 agents du Bureau des enquêtes de sécurité nationale. 42 minutes plus tard, une salle d'interrogatoire de haute sécurité a été déverrouillée dans la section C6, normalement réservée uniquement à l'interrogatoire des suspects fédéraux de niveau 1. Un système d'enregistrement à 3 couches a été activé, incluant des caméras thermiques pour surveiller le rythme cardiaque. Diddy a été amené sans menottes, sans avocat. La porte triplement verrouillée s'est refermée derrière lui. À partir de ce moment, l'enregistrement complet de 43 minutes est devenu la clé pour démêler l'une des affaires les plus sombres jamais enfouies sous la surface scintillante de l'industrie du divertissement américaine. Selon le rapport interne, Diddy semblait mentalement instable, mais pas paniqué. Il n'a pas demandé d'eau, ni qui enregistrait. La première chose qu'il a dite en s'asseyant. Je sais que je ne vivrai pas assez longtemps pour voir le mois prochain. Mais s'il y a un nom assez important, vous me garderez en vie quelques jours de plus. L'agent John Mandé, qui a mené l'interrogatoire, écrit dans son rapport. Il n'a montré aucun remords, mais chaque mot semblait une tentative de se laver les mains dans son propre sang. Diddy a ensuite témoigné d'une série de fêtes organisées entre 2015 et 2022 à Miami, Beverly Hills, Londres, et même lors de réunions secrètes à bord de yachts internationaux. Parmi les personnalités impliquées figuraient des producteurs, des propriétaires de plateformes de streaming, et des DJ influents qui contrôlent également les médias. Le nom de Justin Bieber n'est apparu qu'à la 34e minute et 12 secondes. Sans y être invité, Diddy a levé les yeux, fixé la caméra, et dit. Tu crois que j'étais le patron? J'étais juste un outil. C'est Justin qui détient la clé. Il décide qui peut garder les clips. Il fait taire les gens. Il est le visage le plus innocent de la machine la plus sale. Il a ensuite expliqué que les serveurs vidéo d'origine étaient divisés en 2 couches de cryptage, l'une qu'il contrôlait, l'autre détenue par Justin. Ce système, selon lui, était dissimulé derrière une fausse plateforme de fans, Antoon Live, promue comme une application d'interaction directe entre artistes et public. Mais en réalité, c'est là que les vidéos captées par caméra cachée dans des hôtels, villas privées et plages isolées, étaient stockées, classées, puis utilisées pour faire pression sur les victimes, signatures forcées, abandon de droits créatifs, ou silence total. Le FBI a rapidement tracé le réseau. En moins de 36 heures, ils ont repéré 4 connexions suspectes à Antoon Live, en provenance d'une adresse IP anonyme, en Ontario, Canada. Exactement l'endroit où Justin Bieber affirmait avoir trouvé refuge pour sa « santé mentale » depuis 2023. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Des experts en analyse vocale ont aussi confirmé que la voix de Justin figurait dans une vidéo de test jamais rendue publique. On l'Y voix face caméra,
prononçant clairement la phrase. Joue pour moi, ou ne joue pas du tout. Ce mot-clé correspondait exactement à celui trouvé dans le mémo de Didi. À 21h10, après confirmation de l'enregistrement, Didi s'est levé et a dit. J'en ai assez dit. Le reste, c'est à vous de gérer. Il a quitté la pièce sans se retourner. 2 jours plus tard, il a été retrouvé mort, face contre terre dans sa cellule, avec une seule note à ses côtés. C'est fait. Aucune trace de traumatisme externe. Mais un tatouage récent et à demi effacé sur son poignet gauche indiquait. Clé 2 dans sa main. Ce détail a forcé les procureurs à rouvrir l'enquête sur Justin Bieber. 3 jours plus tard, le FBI a remis l'intégralité de l'enregistrement audio au bureau du procureur fédéral. Le destin de Justin Bieber venait de basculer. Lorsque les analystes vocaux ont effectué une correspondance biométrique, le résultat a montré une probabilité de 92,44%, suffisante pour déclencher une assignation à comparaître spéciale et la rédaction secrète d'accusations formelles contre Justin Bieber. Cette même nuit, une réunion d'urgence a été convoquée au bureau du procureur américain à Manhattan, à laquelle ont participé des représentants du ministère de la Justice, le directeur régional du FBI et 3 conseillers juridiques ayant déjà travaillé sur l'affaire Harvey Weinstein. Ils sont tous arrivés à la même conclusion, si ce qui est indiqué dans l'enregistrement est vrai, il ne s'agit plus d'un cas individuel. Il s'agit d'un réseau construit sur la notoriété et l'abus. L'un des conseillers a déclaré sans détour, dans le compte-rendu de la réunion, que la mort de Didi pourrait être la première clé, mais que si la deuxième couche ne pouvait être déverrouillée, tout s'effondrerait. Et lorsque le nom de Justin Bieber a été inscrit sur la première ligne de l'acte d'accusation, l'ensemble du bâtiment fédéral est tombé dans un silence étrange. Une légende de la musique pop autrefois invité de président, autrefois convié à se produire à la Maison-Blanche, autrefois artiste derrière un album diffusé plus de 2 milliards de fois, était désormais officiellement considéré comme le principal suspect d'un réseau mondial de vidéochantage. Le système politique et les médias savaient tous deux une chose, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le 14 juin, 2 jours seulement après la mort soudaine de Didi et 24 heures après l'ordre de verrouillage complet sur les serveurs en direct d'Intune, une copie du fichier vidéo levrage 47.mpp4 a été découverte de manière inattendue sur un vieux disque dur entreposé dans la salle des preuves d'une affaire d'homicide sans lien, en Floride. La vidéo contenait un identifiant technique correspondant exactement à l'original, provoquant une onde de choc au sein de l'équipe d'enquête. Comment un duplicata s'était-il retrouvé dans un autre état? Qui l'avait copié? Lorsque l'équipe technique a restauré le fichier, elle a découvert une vidéo de 19 minutes et 47 secondes, sans musique de fond, sans montage, sans coupure, mais qui dégageait un sentiment de terreur écrasant. Une pièce éclairée en bleu pâle. Une caméra fixe, dont l'opérateur n'a jamais été montré. À l'intérieur, 4 femmes apparemment en détresse mentale. Et derrière elles, nul autre que Justin Bieber. Il a dit peu de choses, mais dans les 47 premières secondes, il a fait signe au caméraman de faire une pause, d'ajuster l'angle, puis a déclaré. Nous n'aurons pas besoin de reprendre la prise cette fois-ci. Cette phrase a été immédiatement isolée, la voix, analysée et confirmée comme étant celle de Justin, sans doublage ni voix off. L'équipe d'analyse audio a décomposé chaque image. Derrière la voix de Justin, on entendait le bruit d'une respiration laborieuse, de métal traînant, et un petit rire moqueur. Sur une table en arrière-plan se trouvait un dossier noir marqué « Accord confidentiel », à côté d'un vaporisateur de substances inconnues et de ce qui ressemblait à une caméra espion miniature pour salle de bain. Chaque détail correspondait au témoignage précédent de Didi. Chaque partie impliquait un contrat, une drogue et un appareil photo. Lorsque la vidéo a été diffusée dans une salle fermée du bureau du procureur américain à Manhattan, les 5 avocats présents ont demandé une pause à la 7e minute. Aucun n'a pu prononcer un mot. Mais le choc était visible sur leur visage. L'une des 4 femmes dans la vidéo a soudainement levé les yeux, le regard vide, et a dit. Avant, je chantais ces chansons. Maintenant, je ne peux plus écouter de musique sans trembler. La chasse aux victimes a commencé cette même nuit. Grâce à une analyse faciale, le FBI a identifié au moins 2 d'entre elles comme d'anciennes candidates à des concours de musique aux États-Unis et au Mexique. Une autre était apparue dans les coulisses du Justice World Tour 2022. Le matin du 15 juin, toutes les 3 avaient été localisées. Mais, chose choquante, elles refusaient de coopérer. L'une d'elles a même publié une déclaration par l'intermédiaire de son avocat personnel. Je ne veux pas que cela revienne sur le tapis. Il m'avait promis qu'il ne serait jamais utilisé. Pendant ce temps,
la quatrième femme, identifiée comme Clara R., était considérée comme celle qui avait fait passer en contrebande la seule copie de la vidéo, en insérant une clé USB dans l'ancien disque dur d'épreuve. Selon un ancien employé de la salle d'épreuve, Clara s'était présentée comme bénévole, portait des lunettes, avait peu parlé, mais s'était attardée longuement devant la section des disques durs. Puis, elle n'était jamais revenue. Une recherche nationale a été lancée pour retrouver Clara. Des dizaines de collectifs de hackers, de journalistes indépendants et de chaînes YouTube d'investigation ont lancé une campagne avec le hashtag #FindClara, affirmant qu'elle était le témoin le plus crucial. Un compte anonyme sur les réseaux sociaux, supposé être celui de Clara, a soudainement publié une seule phrase. « Je l'ai fait parce que je croyais en lui. Maintenant, je ne crois qu'en la vérité. » 6 juin, une photo faiblement éclairée d'un demi-visage, avec une petite cicatrice visible sur la joue gauche correspondant à des images des coulisses de la tournée parisienne de Justine. Pendant ce temps, la vidéo divulguée a été rapidement coupée, montée et diffusée sur des forums anonymes, et même vendue sur les marchés noirs numériques pour un montant pouvant atteindre 80 000 $ pour la version complète. Le FBI a été contraint d'émettre un ordre de retrait à l'échelle nationale et d'envoyer des avertissements à des centaines de sites web majeurs. Mais, comme un feu de forêt incontrôlable, plus il tentait de l'éteindre, plus il se propageait. En partie parce que le nom de Justin Bieber était tout simplement trop massif. En partie à cause du sentiment d'incrédulité du public face à l'implication possible d'une icône mondiale de la musique dans un réseau d'abus aussi systématiquement organisé. Des experts en psychologie criminelle ont également été mobilisés. Un rapport interne de l'université Columbia concluait. L'homme dans la vidéo fait preuve d'un contrôle extrême, ne montre aucune peur et utilise le contact visuel et les signaux verbaux comme outil psychologique pour dominer ses cibles. Il ne s'agit pas d'une personne manipulée. Il s'agit d'une personne qui maîtrise la situation. Dans la dernière partie de la vidéo, un échange étrange a été capté. Une voix masculine, clairement pas celle de Justine, demanda. « Es-tu sûr qu'elle ne parlera pas ?» Ce à quoi Justine a répondu. Après ce clip, elle ne respirera même plus sans permission. La séquence s'est terminée avec l'image de la pièce devenant floue, même si un tableau accroché au mur restait encore reconnaissable, des ailes blanches projetant une ombre sur un fond noir. Ce même détail a permis au FBI de remonter jusqu'à une ancienne propriété de Beverly Hills que Justine avait louée en 2021, avant de résilier le bail après seulement 3 mois. L'alignement entre le témoignage de Didi, le contenu de la vidéo, l'identité des victimes et l'emplacement physique a conduit les procureurs à requalifier les accusations de simple suspicion criminelle en abus organisationnel coordonné, impliquant une manipulation médiatique et une application coercitive de contrat. Une accusation passible de la peine maximale prévue par la loi. Et ce n'était que le début. Dans la troisième partie, les accusations officielles sont annoncées et le procès commence. Le 17 juin, seulement 3 jours après la fuite et la vérification de la vidéo 47MP4, le ministère américain de la Justice a officiellement convoqué un grand jury fédéral pour examiner les charges contre Justin Bieber. Il s'agit d'une manœuvre juridique sans précédent dans l'histoire de l'industrie du divertissement américaine. Un procès fédéral qui pourrait mener à la prison à vie pour un chanteur encore au sommet de sa carrière, juste après avoir terminé une tournée mondiale. Lors de la première audience à huis clos au tribunal fédéral de Manhattan, Justin était absent, mais son équipe juridique, composée de 3 avocats de premier plan en matière de criminalité financière et de droits de l'homme, était pleinement présente. Son avocat principal, Christopher H., a immédiatement déposé une requête en annulation des charges, arguant « Il n'y a aucune preuve démontrant l'intention ». Cependant, le juge fédéral a refusé d'examiner la demande et a plutôt signé une ordonnance exigeant que Justin comparaisse dans les 72 heures. À Beverly Hills, où Justin séjourne temporairement avec son épouse, le mannequin Hailey Baldwin, un SUV noir a quitté la villa à 23h12, hors local. 17 minutes plus tard, le compte officiel de Justin a publié un tweet énigmatique. « Je n'ai rien à cacher, mais j'ai fini de jouer à ce jeu. » Les médias, dont The Guardian, Los Angeles Times et CNN ont rapidement publié des titres affirmant que Justin était sur le point de se rendre. À New York, des centaines de journalistes ont campé toute la nuit devant le siège du FBI et le palais de justice fédéral. Une source interne a révélé que plus de 40 témoins figuraient dans le dossier. Parmi eux, 5 sont des personnalités publiques et 12 ont signé des accords de confidentialité avec la maison de disques de Justin. Une ordonnance de saisie temporaire de tous les biens personnels et des comptes associés a également été émise, afin de protéger les témoins contre toute tentative de corruption ou de sabotage financier. Le matin du 18 juin,
Justin Bieber a officiellement comparu devant le tribunal fédéral de Manhattan. Il est arrivé vêtu d'un sweat à capuche gris, portant des lunettes de soleil noires, flanqué de 2 gardes du corps et de son avocat, Christopher H. Il n'a fait aucune déclaration publique. Les médias internationaux étaient rassemblés derrière des barrières de sécurité, les caméras braquées sur ses moindres gestes, comme s'il s'agissait d'un suspect dans une affaire d'espionnage national. À l'intérieur de la salle d'audience, la tension était palpable lorsque l'acte d'accusation a été lu. Les chefs d'accusation sont passibles de peine allant de 30 ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, si tous les éléments sont prouvés. Le ministère de la Justice a déclaré détenir au moins 7 témoignages de témoins oculaires ayant assisté à des rassemblements privés organisés par Justin, ainsi que 2 contrats signés sous la contrainte. Une victime, identifiée uniquement par les initiales MM, résidant actuellement au Canada, a accepté de témoigner sous condition d'anonymat absolu. Elle est la seule personne visible à visage découvert dans la vidéo divulguée. Simultanément, le label RBM, maison de disques de Justin depuis 7 ans, a fait l'objet d'une enquête supplémentaire. Des soupçons ont émergé selon lesquels l'entreprise aurait contribué à dissimuler les agissements de l'artiste. Des courriels internes divulgués ont révélé que les dirigeants de RBM avaient tenu des réunions de gestion de crise dès 2021, lorsque les premières rumeurs ont circulé concernant des soirées exclusives impliquant des artistes féminines et de nouveaux contrats. Le FBI a confirmé qu'il collaborait avec la SEC pour enquêter sur des transactions financières illicites présumées. Dans un geste inattendu, l'équipe juridique de Justin a convoqué une conférence de presse privée plus tard dans la journée. Christopher H. y a déclaré « Notre client nie toutes les accusations. Il a été piégé dans une chaîne d'événements orchestrée par d'autres. Nous prouverons que toute la vidéo est une manipulation technologique sophistiquée, destinée à détruire la réputation et la carrière d'un individu innocent. » Cependant, peu après cette déclaration, un extrait de vidéo de surveillance provenant de l'ancien manoir de Justin à Beverly Hills a été divulgué, montrant des détails en arrière-plan correspondant parfaitement à ceux de la vidéo controversée. L'indignation publique a explosé en ligne. Les hashtags #justice pour Clara, #boycott Bieber et #sentence de vie pour Bieber sont devenus viraux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Royaume-Uni et au Brésil. Le compte officiel de Netflix a subitement supprimé tout contenu lié à l'émission Seasons de Justin. Une marque de parfum ayant collaboré avec lui pour une campagne mondiale en 2022 a annoncé publiquement la résiliation du contrat, évoquant une grave perte de confiance. Le 20 juin, le ministère de la Justice a officiellement demandé une interdiction de voyager à l'encontre de Justin Bieber et a ordonné le gel de tous les biens mobiliers liés à ses sociétés affiliées. Dans les documents soumis, les autorités ont déclaré que les preuves actuelles démontraient que l'accusé avait les moyens et le motif de fuir hors de la juridiction fédérale. L'imposition de restrictions de voyage était donc jugée nécessaire pour préserver l'intégrité du procès. Lors de l'audience du lendemain, Justin est apparu visiblement fatigué, les traits tirés, portant un bracelet de surveillance électronique. Lorsqu'on lui a demandé s'il comptait plaider coupable, il a répondu brièvement « Je n'ai rien à plaider. Je n'ai rien fait de mal ». Mais la réaction du jury a été défavorable. Plusieurs membres ont secoué la tête lorsque le morceau, Leverage 47 des MP4, a été rejoué lors d'une séance à huis clos. L'atmosphère était presque palpable, un silence absolu régnait, seulement rompu par le clic des appareils d'enregistrement. Le juge a fixé le début du procès formel au 5 août. Jusqu'à cette date, Justin restera assigné à résidence, avec accès à Internet, mais il lui sera interdit de publier tout contenu lié à l'affaire ou de contacter des témoins. Toute violation entraînera une incarcération immédiate. Dans la nuit du 21 juin, pour la première fois depuis le début de l'incident, la mère de Justin, Patty Mallet, a posté sur Instagram. « Mon fils se bat contre l'enfer, mais si tout cela est vrai, je ne lui pardonnerai pas. » Ces propos ont divisé l'opinion publique. Certains y ont vu une mère aux côtés de son enfant, tandis que d'autres les ont interprétés comme un signe que sa propre famille commençait à douter de lui. Quatrième partie. Avant le procès, des témoins ont dénoncé des réactions négatives de tous ordres et un nom surprenant. Du 22 au 30 juin, l'atmosphère autour du palais de justice fédéral de Manhattan et des bureaux des enquêteurs principaux est devenue tout simplement suffocante. Il ne s'agit pas simplement d'une enquête, mais d'une bataille mondiale de fuite médiatique et de guerre d'opinion publique. Des groupes d'intervenants, des maisons de disques, des organisations de défense des droits de l'homme, des plateformes de médias sociaux et même des sponsors de campagnes politiques ont commencé à participer de manière secrète et suspecte.
Le premier témoin à avoir vu son identité révélée publiquement était Clara Montroe, une jeune chanteuse britannique qui avait collaboré avec Justin sur un projet caritatif musical en 2020. N'étant plus sous protection de témoins, elle est apparue à la télévision nationale sans ciller, racontant les détails de la première fête à la Malibu Villa, où elle avait été attirée sous prétexte de rencontrer des producteurs internationaux, mais où elle avait été emmenée dans une salle privée et forcée de signer un accord de confidentialité, sous la menace que sa carrière serait terminée si elle révélait quoi que ce soit. Après l'interview de Clara, les vagues d'indignation ont augmenté de façon exponentielle. Des organisations comme Human Rights Watch et Women in Entertainment ont lancé des campagnes mondiales exigeant une enquête approfondie sur l'industrie musicale américaine. Presque simultanément, un courrier électronique interne divulgué par RBM Records a révélé que le label avait discrètement envisagé une compensation pour au moins 3 personnes liées à Justin, dont Clara. Mais la tentative d'indemnisation a échoué, car elle a refusé le paiement. L'équipe juridique de Justin a immédiatement riposté. Une déclaration publiée par l'entreprise affirmait que Clara avait des antécédents de problèmes de santé mentale, un dossier instable, et une tentative de suicide en 2021. Cependant, cette tactique a encore plus enragé le public. Au lieu de discréditer le témoin, cela a déclenché le mouvement viral #Beliècle, qui s'est répandu dans 9 pays, avec de nombreux artistes de renom se retirant publiquement des événements où Justin devait apparaître. Mais le plus grand choc restait à venir. Le 1er juillet, un compte Twitter anonyme nommé AnapilX a publié plus de 40 pages de documents provenant prétendument de dossiers scellés du FBI. Parmi eux figuraient des notes manuscrites d'un deuxième témoin, dont le nom avait été expurgé, affirmant qu'au moins 2 autres artistes de premier plan avaient organisé ou sponsorisé ces fêtes illégales. L'un d'eux, Ariana Grande, aurait été accidentellement nommé en raison d'une erreur de formatage PDF. En seulement 3 heures, les médias ont rapporté qu'Ariana pourrait être un acteur clé dans l'affaire. Ses représentants ont immédiatement convoqué une conférence de presse, déclarant qu'elle n'était pas impliquée et n'avait jamais assisté à une fête avec Justin Bieber depuis 2018. Cependant, une vidéo de paparazzi datant de fin 2021, montrant Ariana quittant la villa de Malibu décrite par Clara, est devenue virale, rendant ces dénégations difficiles à croire pour l'opinion publique. La Cour fédérale est rapidement intervenue. Le juge-président a ordonné une enquête indépendante sur la légalité des documents divulgués et a émis une demande de recherche d'urgence visant le compte de fuite AnapilX. Mais il était déjà trop tard. Des centaines de milliers de personnes avaient téléchargé les fichiers, qui circulaient désormais dans des coins décentralisés d'Internet. L'intérêt public ne dépendait plus de la légalité. Le public avait cru ce qu'il avait lu, et cela avait suffi à déclencher la plus grande crise de l'industrie du divertissement depuis le scandale Epstein. La situation s'est aggravée à tel point que le ministère de la Justice a tenu une conférence de presse nationale le 3 juillet. Un procureur fédéral a reconnu. Il existe des données indépendantes de notre volonté qui ont influencé le rythme de la procédure, mais les preuves essentielles restent intactes. Le procès de Justin Bieber se déroulera donc comme prévu. C'était la première fois que le gouvernement déclarait publiquement que les fuites ne compromettraient pas le processus judiciaire, un signe que la pression publique avait atteint un niveau sans précédent. Pendant ce temps, des sources du centre de détention à domicile ont rapporté que Justin avait demandé à limiter tout contact. Sa femme, Hailey, a quitté la villa et s'est envolée pour New York, sans faire de déclaration. Certains de ses amis proches l'ont désabonné de leurs réseaux sociaux. Personne ne savait vraiment qui le soutenait encore, pas même sa propre famille. Au sein de son équipe juridique, des tensions sont apparues. 2 de ses 3 avocats principaux ont été remerciés après avoir refusé d'utiliser les preuves controversées fournies par les victimes. L'avocat restant, Christopher H., s'est retrouvé sous double pression, défendre Justin devant le tribunal, tout en se protégeant d'une cible médiatique grandissante. Le 5 juillet, soit une semaine seulement avant le procès, la situation s'était transformée en un tourbillon incontrôlable. Les principaux investisseurs se sont retirés du capital de RBM. Une compagnie aérienne internationale a annoncé qu'elle annulait un accord promotionnel mettant en vedette Justin. Un important détaillant californien a été vandalisé après avoir affiché une publicité avec Justin sans la retirer. Le même jour, un procureur anonyme a révélé. Nous envisageons d'aggraver les accusations pour inclure une activité criminelle organisée impliquant au moins 3 accusés principaux, dont Justin Bieber est le centre. Si la décision était approuvée, il ne s'agirait plus d'une affaire impliquant une seule célébrité, mais d'un procès historique où musique, célébrité, pouvoir et abus se croiseraient jusqu'à un point de non-retour. 5e partie, premier jour du procès. Le visage de la justice et un témoignage surprenant.
Le 10 juillet, la Cour fédérale des États-Unis à Manhattan entrait dans le premier jour d'un procès prêt à redéfinir la manière dont l'industrie du divertissement affronte le pouvoir, le sexe et la justice. Dès 5 heures du matin, des centaines de journalistes, de militants et de citoyens s'étaient déjà rassemblés devant le tribunal. Les rues environnantes étaient bouclées. Les forces de sécurité fédérales avaient érigé des barricades. Des chiens policiers inspectaient chaque véhicule, et les caméras étaient filtrées avant que les médias ne pénètrent dans la zone de la piscine. Justin Bieber a été amené à bord d'un véhicule blindé depuis le centre de détention provisoire. Pour la première fois depuis des mois, il est apparu en public, les cheveux coupés courts, le visage pâle, sans l'éclat familier. Il avait l'air d'une pop star brisée. À ses côtés était assis son seul avocat, Christopher H., qui resta silencieux à leur entrée dans la salle d'audience. Celle-ci avait été spécialement aménagée pour cette affaire, avec 4 caméras de sécurité diffusant des images en direct vers les salles de presse extérieures. Sur le banc du jury, 12 jurés, pour la plupart d'âge moyen et originaires de différents États, avaient été soigneusement sélectionnés après 4 jours d'audition. La juge Lydia Whitman, qui avait déjà présidé un procès très médiatisé pour délit financier en 2016, dirigeait l'audience. Ce jour-là, sa robe noire semblait plus lourde que d'habitude, non pas à cause de la chaleur, mais en raison du poids symbolique de l'affaire qu'elle traitait. À 9h32, le procureur fédéral de Clan Meyer s'est levé et a ouvert le procès par une déclaration qui a figé la salle bondée. Vous entendrez la vérité, non pas des médias, ni des spéculations, mais de ceux qui ont vécu dans l'ombre de la célébrité et qui en ont été consumés. Il a pointé du doigt Justine. L'accusé n'est pas le seul à avoir commis un acte répréhensible. Mais aujourd'hui, nous commençons par les plus puissants, les plus riches et les plus protégés. C'est aussi pour cela qu'il doit d'abord faire face à la justice. L'avocat Christopher H. a répondu calmement, évoquant des réactions émotionnelles et réclamant un procès fondé sur des preuves, non sur des symboles ou des icônes. Mais la plupart du public ne semblait pas écouter. Cet événement avait depuis longtemps cessé d'être un procès ordinaire. Il était devenu un symbole d'éveil moral collectif. La séance du matin s'est poursuivie avec la présentation de documents, copies d'accords de confidentialité, extraits des registres de transactions de la Malibu Villa Bank, journaux de caméras de surveillance de divers lieux de fête. Chaque pièce à conviction présentée par l'accusation portait un code barre traçable, un sceau d'authentification du FBI, et une traduction juridique scellée. Mais le point culminant de l'après-midi survint à 13h47, lorsque le premier témoin fut appelé à la barre, un homme dans la quarantaine, vêtu d'une chemise grise boutonnée et d'une casquette de baseball qui ombrageait partiellement son visage. Il ne s'agissait ni de Clara ni d'une personnalité précédemment nommée, mais de Jay Alvarez, un ancien membre de l'équipe de soutien de Justine lors de sa tournée européenne de 2019. Après avoir prêté serment, Jay a commencé à raconter la nuit du 4 décembre, dans une villa louée en Autriche, où Justine aurait demandé à tout le personnel masculin de quitter le rez-de-chaussée, puis escorté personnellement 4 filles de moins de 21 ans dans une pièce équipée de ses propres caméras de sécurité. Le témoignage était accompagné d'un court extrait vidéo granuleux, daté et géolocalisé, extrait des dossiers de gestion interne. Toute la salle d'audience est restée silencieuse. Les journalistes n'étaient pas autorisés à enregistrer, mais tous les visages dans la galerie de presse étaient figés par l'attention. Justine baissa la tête, les yeux fermés. Christopher H. griffonnait furieusement dans son carnet et murmurait au greffier du tribunal. Interrogé sur place, Jay a affirmé qu'il avait été menacé par un cadre supérieur de l'organisation de Justine s'il osait révéler quoi que ce soit. Il a quitté la tournée immédiatement après et est resté silencieux pendant 5 ans, rongé par la peur et la culpabilité. Mais lorsque la bande Leverage 47 a émergé, il a décidé de contacter le FBI. L'audience s'est terminée à 17h20, mais les échos résonnaient encore à la télévision jusque tard dans la nuit. ABC News a diffusé un reportage spécial qualifiant ce témoignage de moment charnière dans l'affaire. CNN a titré en une. Un témoin inattendu porte un premier coup à la ligne défensive de Justine. À l'extérieur de la salle d'audience, des centaines de personnes se tenaient silencieusement, sans crier ni scander. Ils ont simplement regardé le véhicule blindé s'éloigner lentement, transportant celui qui avait été salué comme le prince de la pop mondiale, désormais réduit à l'état de défendeur dans les mâchoires de la justice. Ce soir-là, les réseaux sociaux ont explosé avec des hashtags comme #GAlvarezTémoigne et #Justice pour les victimes. TikTok, Instagram et Twitter ont été inondés de vidéos analysant les témoignages, de reconstitution du calvaire de Jay, et même de cartes satellites de la villa autrichienne mentionnée. La base de fans de Justine est désormais profondément divisée.
Certains croyaient encore en leur idole et considéraient le procès comme une campagne de diffamation, tandis que d'autres restaient silencieux, semblant peu à peu accepter la vérité. Cette nuit-là également, Christopher H. a émis de manière inattendue une note interne à l'équipe juridique et médiatique, ordonnant une pause sur toute réfutation publique pendant les 24 heures suivantes, invoquant un changement majeur imminent dans la stratégie juridique. Cela a conduit de nombreuses personnes à spéculer que Justin pourrait se préparer à modifier son témoignage ou à négocier avec l'accusation. Aucune confirmation officielle n'a toutefois été donnée. Le lendemain matin, un incident mystérieux s'est produit dans un appartement de Brooklyn, où Clara Montroe était temporairement hébergée sous protection de témoins. Le personnel de sécurité a découvert une porte partiellement forcée et des signes d'intrusion, bien que rien ne semble avoir été volé. Clara a été immédiatement transférée vers un nouveau lieu tenu secret. Cette évolution n'a pas été officiellement annoncée, mais un journaliste de CNN aurait filmé l'escorte du convoi quittant la zone. Pendant ce temps, dans le centre de détention temporaire, Justin restait sous surveillance 24h24 et 7h7. Une source proche a révélé qu'après l'audience, il avait souffert d'insomnie sévère et avait été transféré dans une cellule d'isolement afin d'éviter des conflits avec d'autres détenus. La même source a également indiqué que Justin n'avait adressé la parole à personne depuis qu'il avait quitté le palais de justice, à l'exception de quelques mots murmurés. Ils m'ont finalement eu. À la fin de cette première journée, l'atmosphère était pesante, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la salle d'audience. Non pas un vacarme, mais un fardeau. Personne ne pouvait plus prétendre qu'il s'agissait simplement d'un scandale médiatique. Un système complexe de renommée, de mécénat, de pouvoir et de silence s'effondrait couche par couche. Et Justin, avec son expression terne et son regard vidé, n'était plus la figure centrale adulée, mais la première image d'une tempête montante. 6e partie. Jour 2. Les masques tombent. Le réseau se dévoile. Au deuxième jour du procès de Justin Bieber, un calme inhabituel planait sur les débats. Il n'y avait plus de mêlée de paparazzi aux portes, et la foule à l'extérieur s'était éclaircie. Mais leur regard était lourd, comme s'ils avaient vu quelque chose d'indéniable, et qu'ils se préparaient maintenant à assister à un effondrement total. Dans son émission matinale, CBS a décrit la scène. Ce n'est plus seulement le procès de Justin Bieber. C'est devenu une fouille systématique, où des visages familiers du monde du divertissement sont nommés un à un. À l'intérieur de la salle d'audience, l'expression de Justin restait froide, mais le détachement émotionnel de la veille avait disparu. De temps à autre, il jetait un coup d'œil à son avocat, puis se recentrait, écoutant comme s'il pesait chaque mot. Le premier témoin de la matinée fut inattendu, Walter Mandé, l'ancien avocat de Justin, qui avait exercé ses fonctions de 2015 jusqu'à sa démission brutale en 2021, pour des raisons alors inconnues. Mandé est arrivé vêtu d'un vieux costume, visiblement fatigué. Il portait une enveloppe épaisse, remplie de courriels internes et de notes jamais rendues publiques. Le contenu était explosif. Il a affirmé que Justin et certains membres de son ancienne équipe de direction étaient informés des allégations d'abus dès 2018, et avaient même discrètement versé de l'argent à au moins 3 victimes via des méthodes juridiquement intraçables. Mandé a avoué avoir été contraint au silence par des clauses contractuelles et des menaces juridiques émanant de tiers. Mais il a déclaré. En tant qu'avocat, j'ai choisi de protéger mon client. En tant que citoyen, je ne peux pas me taire lorsque la justice exige la vérité. Le témoignage de Mandé a provoqué une onde de choc dans toute la salle d'audience. Les journalistes se sont agrippés à leur siège. Justin serrait les dents, tandis que Christopher H. se tournait vers ses conseillers pour leur signaler des ajustements stratégiques immédiats. L'audience a été suspendue pendant 30 minutes, non pour des raisons techniques, mais parce que nombre de présents avaient besoin d'un moment pour souffler. Lorsque la procédure a repris, l'accusation a diffusé un enregistrement audio inédit de 14 minutes, une réunion confidentielle entre plusieurs membres de la direction de Justin. Une voix masculine, apparemment celle d'un haut dirigeant, a déclaré. Tant que nous garderons le fichier vidéo principal en sécurité, personne ne s'exprimera. Laissez Didi négocier. Une deuxième voix, identifiée par les procureurs comme étant celle de Justin, a prononcé seulement 2 mots. Fermé à clé. Bien que non encore authentifiée par les autorités judiciaires, la vidéo a semé le doute dans la salle d'audience. Même si l'avocat de la défense, Christopher H., a contesté sa validité pour absence d'authentification audio, le juge Whitman en a autorisé l'admission conditionnelle dans le dossier officiel, en attendant un nouvel examen juridique lors d'audiences ultérieures. Plus tard dans l'après-midi, un autre témoin,
ayant travaillé dans l'équipe de post-production vidéo de Justin, a révélé l'existence d'une partition spéciale sur l'un de ses disques durs sécurisés. Cette partition contenait des clips sensibles non sauvegardés dans le cloud. Le témoin a affirmé avoir été payé $50 000 simplement pour formater ce disque, sans poser de questions. La journée d'audience s'est terminée à 17h30, avec un rebondissement inattendu. Christopher H. s'est levé et a soumis une nouvelle motion afin de rappeler le témoin G. Alvarez pour un contre-interrogatoire, citant des divergences entre le témoignage de ce dernier et le programme réel de la tournée européenne de Justin. Le juge a accepté d'examiner cette demande dès le lendemain matin. Alors que les journalistes quittaient la salle d'audience, leur téléphone vibrait sans relâche. CNN venait de publier un bulletin urgent, le premier procès de la décennie, où chaque jour révèle un secret plus profond que le précédent. Pendant ce temps, les médias indépendants ont commencé à croiser méticuleusement les archives de la tournée avec de nouveaux témoignages, dans l'espoir de confirmer ou d'infirmer les déclarations de G. Alvarez et Walter Mendes. La réaction du public est devenue incontrôlable. D'anciennes images de Justin, provenant de coulisses, de vlogs et de clips promotionnels, ont été éditées et remises en circulation pour vérifier chaque affirmation. Une interview de 2020 dans The Tonight Show, où il affirmait « Tout est contrôlé par mon équipe de confiance », a refait surface avec le hashtag Predator Network. Sous les publications de son label, RBMG, des dizaines de milliers de personnes ont commenté, exigeant qu'il soit retiré des playlists ou qu'il ne sorte plus jamais de nouvelles musiques. Cet après-midi-là, un événement inattendu s'est produit. Diane Bieber, la mère de Justin, a publié un court message sur fond noir via Instagram. « Je prie pour que mon fils puisse dire toute la vérité, même si cela me brise le cœur. » Le message a été supprimé après 20 minutes, mais il s'était déjà propagé comme une traînée de poudre. Le public a commencé à se demander. Sa propre famille est-elle désormais à la croisée des chemins, entre le protéger et révéler la vérité? Chez Universal Music Group, une réunion d'urgence a eu lieu ce soir-là. Une source ayant fuité a révélé qu'un membre du conseil d'administration avait proposé de geler tous les projets liés à Justin, en attendant un verdict préliminaire du tribunal. Cette mesure, sans précédent, pourrait impacter des centaines d'employés et de contrats à l'échelle mondiale. Un autre rebondissement inattendu a eu lieu dans la soirée du deuxième jour. Elisa Frank, journaliste d'investigation chevronnée du New York Times, a révélé en direct, à 21h, qu'elle avait obtenu un clip inédit, un échange enregistré entre deux membres de l'équipe technique, datant de 2021. Selon elle, cet enregistrement pourrait prouver l'effacement délibéré de preuves par le personnel, ainsi que la désactivation de dispositifs de surveillance dans des lieux en infraction avec la loi. Bien qu'elle ait refusé de partager l'intégralité du fichier, elle a confirmé l'avoir transmis aux enquêteurs fédéraux. À 23h45, bien après les résumés de l'actualité, une vidéo de 28 secondes a émergé sur Reddit. On y voit un homme masqué quittant le bureau de Christopher H., portant un dossier rouge. Les internautes ont immédiatement spéculé, contenait-il des documents liés au contre-interrogatoire de G. Alvarez, ou des preuves que la défense aurait sciemment retenues jusqu'à présent. Pendant ce temps, dans sa cellule de détention, Justin était maintenu en isolement total. Une source carcérale a indiqué aux journalistes qu'il semblait épuisé, mais pas brisé, plutôt comme quelqu'un qui attendait quelque chose. Les spéculations se sont intensifiées. Certains pensent qu'il détient une carte maîtresse. D'autres estiment que des criminels acculés pourraient tenter de reprendre le contrôle via des révélations inattendues. La deuxième journée du procès s'est achevée dans un silence tendu. Le juge Whitman a simplement déclaré. Nous entrons dans une phase plus complexe. La justice a dépassé le stade du bien et du mal. Elle est devenue un voyage dans l'ombre, longtemps occulté par la célébrité, l'argent, et près d'une décennie de silence. Alors que la nuit tombait sur la ville, les lumières du palais de justice restaient allumées. New York n'avait peut-être jamais connu une affaire où tous, avocats, pop stars, assistants, techniciens, familles, pouvaient potentiellement devenir témoins. Dans ce procès, Justin Bieber n'est plus simplement une célébrité au centre de la scène, mais la charnière qui ouvre la porte à toute une série de vérités cachées dans l'univers du spectacle. Lorsque les lumières du tribunal se sont enfin éteintes, et que la ville a sombré dans la nuit épaisse de l'incertitude, une chose était devenue claire. Il ne s'agissait plus seulement de l'histoire de Justin Bieber, ni d'un simple signal d'alarme pour l'industrie du divertissement. C'était une mise en accusation d'une structure de pouvoir, habituée au silence. Les voix, autrefois étouffées, s'élèvent désormais, spontanées, sans filtre, et refusent d'attendre leur tour. Ce procès, le verdict sera rendu un jour,
peut-être. Mais la vérité révélée, elle, ne pourra pas être scellée d'un coup de marteau. Chaque preuve, chaque enregistrement, chaque témoignage dévoile les couches d'un masque forgé par l'argent, la célébrité et le pouvoir. Et derrière tout cela, bien plus qu'un Justin Bieber. Peut-être n'est-il que la première porte ouverte. Alors que la justice s'efforce de reconstituer ce tableau trouble, une seule question demeure. Qui sera le prochain à être jugé ?